Le bleu sous mon œil gonflait, et les larmes ne cessaient de couler. Ma belle-fille, Nora, m'a regardé droit dans les yeux, n'a rien dit, et est sortie pour son cours de yoga. Elle a dit qu'elle serait de retour dans 30 minutes. Mais dans sa précipitation, elle a oublié sa tablette. Et la notification d'un seul message a révélé un plan si cruel, qu'il a glacé les larmes sur mon visage. Elle n'avait aucune idée que la femme qu'elle retrouverait à son retour n'était pas la même femme qu'elle avait quittée. Pendant la première année après le décès de mon mari, François, cette maison était une tombe de silence. Chaque craquement des planchers, chaque soupir du vent contre les fenêtres, était une conversation que je ne pouvais plus avoir. Le silence était si assourdissant, il me faisait physiquement mal. François et moi avions construit cette maison, non pas seulement avec du bois et des clous, mais avec 42 ans de rires, de disputes sur quoi regarder à la télévision, et l'odeur de son café chaque matin. Quand il est parti, la maison a semblé perdre son âme. Alors, quand mon fils, David, et sa femme, Nora, sont venus me voir avec leurs problèmes financiers, ça m'a semblé une solution envoyée du ciel. Ils avaient du mal avec le loyer, étaient noyés dans les dettes de cartes de crédit, et ne voyaient aucune issue. Maman, si seulement on pouvait vivre avec toi pendant 1 an, peut-être 2, avait dit David, les yeux remplis d'un désespoir que je n'avais pas vu depuis qu'il était un garçon qui s'était écorché le genou. On pourra se remettre sur pied. Et on pourra être là pour toi. Tu ne seras plus si seul. Le mot « seul » fut la clé qui déverrouilla mon cœur et ma porte d'entrée. J'ai accepté instantanément. Je ne leur donnais pas seulement un endroit où vivre. Je retrouvais le son de la vie dans ma maison. Je retrouvais ma famille. Je leur ai dit de ne s'inquiéter de rien. J'avais ma retraite et l'assurance vie de François. Je pouvais gérer les paiements de l'hypothèque, qui étaient petits, et les charges. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'économiser leur argent et de reconstruire leur vie. Cela me semblait la bonne chose à faire. Cela semblait être ce que François aurait voulu. Pendant les premiers mois, c'était presque parfait. Le silence a été remplacé par le son de leurs pas, le faible bourdonnement de leur télévision le soir. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. C'était subtil au début, comme la marée qui descend si lentement qu'on ne s'en aperçoit pas avant que le sable ne soit à nu. Mon rôle de propriétaire et de matriarche s'est tranquillement transformé en autre chose. Je suis devenue la cuisinière attitrée, la blanchisseuse, celle qui s'assurait que le garde-manger était toujours plein, le tout payé de ma propre poche. Ce soir en était un parfait exemple. J'avais passé l'après-midi à préparer le plat préféré de François, un rôti de bœuf mijoté avec carottes et pommes de terre. Toute la maison était remplie d'un arôme riche et savoureux qui était pour moi un pur réconfort. C'était un mardi, un jour où ils étaient toujours à la maison. J'ai mis la table avec les bons plats, ceux que nous n'utilisions que pour les occasions spéciales, parce que les avoir ici me semblait toujours être une occasion. Juste au moment où j'allais les appeler pour dîner, Nora a fait irruption dans la cuisine. Elle ne portait pas sa tenue décontractée habituelle. Elle portait une robe noire élégante et des talons, traînant derrière elle un nuage de parfums coûteux. Elle n'a pas regardé la cuisinière ni la table magnifiquement mise. Elle a plissé le nez. « Quelle est cette odeur ?» a-t-elle demandé, sa voix mince. Ce n'était pas une question de curiosité sincère. C'était une accusation. « C'est un rôti de bœuf, ma chérie, ai-je dit, mon sourire hésitant. Le plat préféré de ton beau-père. Ah, dit-elle, sortant son téléphone de son sac à main. Eh bien, tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. David et moi sortons. Nous avons réservé dans ce nouveau restaurant italien en ville avec les Dupont. Les mots m'ont frappé avec une force physique, me coupant le souffle. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu David rôder dans l'embrasure de la porte, refusant de croiser mon regard. Il portait déjà sa veste. Oh, ai-je dit, le seul mot se sentant lourd et inutile. Tu n'avais pas mentionné que vous aviez des projets. C'était un truc de dernière minute, a marmonné David, me regardant enfin, mais son regard était fuyant. Tu sais comment c'est, maman. Réseautage. Nora a ricané légèrement. Honnêtement, Catherine, c'est probablement pour le mieux. Cette nourriture lourde et démodée n'est pas bonne pour toi de toute façon. Elle a jeté un coup d'œil au rôti de bœuf avec un air de dédain non dissimulé avant de me tourner le dos. Ne nous attends pas. Et juste comme ça, ils étaient partis. La porte d'entrée a cliqué, et le silence dont ils étaient venus me sauver a de nouveau envahi, 10 fois plus fort et plus froid qu'auparavant. Je me suis tenue seule dans ma cuisine, regardant les 2 couverts vides, la vapeur s'élevant d'un repas fait avec amour pour des gens qui n'étaient pas là. J'ai lentement marché vers la fenêtre de la salle à manger et j'ai regardé la voiture de David s'éloigner du trottoir. Ce n'était pas seulement la nourriture gâchée. C'était la cruauté désinvolte, la façon dont elle avait qualifié ma nourriture, la nourriture de François, de démodée. La façon dont David était resté là et l'avait laissé faire, incapable même de présenter de véritables excuses. Je me suis effondrée dans une chaise, la riche odeur du rôti semblant maintenant se moquer de moi. C'était l'odeur d'une vie que j'avais eue. Assise là dans l'obscurité grandissante, j'ai réalisé que ce n'était pas un incident isolé.
C'était un schéma. Mon chèque de retraite disparaissait dans le compte de la maison, qui payait l'assurance de leur voiture et les virées shopping de Nora. Mes demandes d'un peu d'aide pour le jardin étaient accueillies par des soupirs et des promesses oubliées. Je n'étais plus la maîtresse de ma maison. J'en étais la fondation, invisible, ingrate et complètement tenue pour acquise. Une seule larme chaude a coulé sur ma joue. Je les avais invités pour combler un vide, mais je commençais à comprendre qu'ils ne faisaient que créer un vide d'un autre genre. Cette nuit-là, une petite voix en moi a murmuré une question que j'avais eu trop peur de poser. Une question sur ce pourquoi, exactement, je payais avec ma maison et mon cœur. Je ne savais simplement pas que la réponse arriverait si tôt, et d'une manière qui briserait tout ce que je croyais savoir sur ma propre famille. Dans la semaine qui a suivi l'incident du rôti de bœuf, j'ai essayé de me convaincre que c'était une anomalie. Un acte unique, irréfléchi. Les jeunes sont occupés, me disais-je. Ils vivent dans leur propre monde. J'ai rangé la maison, j'ai refait le plein du réfrigérateur et j'ai souri quand ils allaient et venaient. J'étais déterminée à être la mère gracieuse et compréhensive. Mais c'était comme essayer de colmater une digue qui fuit avec un seul pansement. Les fissures étaient déjà là, et elles commençaient à s'étendre. La première fissure majeure est apparue sous la forme d'une alerte par message de ma banque. C'était un avertissement de fraude pour un achat suspect. J'ai ouvert le message, mon cœur battant la chamade. Un débit de 950 € dans une boutique de créateurs en centre-ville. Je ne savais même pas où était ce magasin. J'ai immédiatement appelé ma banque pour signaler la fraude. Le conseiller clientèle a été très serviable. Madame, a-t-il dit doucement, l'achat a été effectué avec la carte physique, et le code de sécurité correct a été saisi. Êtes-vous certaine que personne d'autre n'y a accès? Un œuf froid d'effroi s'est serré dans mon estomac. Nora, elle utilisait parfois ma carte pour commander des courses en ligne, promettant toujours de me rembourser. Je lui avais fait confiance avec. Je l'ai trouvée dans le salon, en train de faire défiler son téléphone. J'ai essayé de garder ma voix ferme. Nora, il y a un débit étrange sur ma carte de crédit. D'un magasin appelé le dressing de Céleste. Elle a levé les yeux, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu un éclair de panique dans ses yeux avant qu'il ne soit remplacé par un air de surprise fabriqué. Oh mon Dieu, c'était ta carte? S'est-elle exclamée, sa main volant à sa bouche. Je suis tellement désolée, Catherine. Ma carte et la tienne se ressemblent presque à l'identique. J'ai dû prendre la mauvaise dans mon portefeuille. Quelle maladresse de ma part. À côté d'elle sur le canapé se trouvait un tout nouveau sac à main en cuir souple. Celui-là même que je l'avais vu admirer dans un magazine la semaine dernière. Ce n'était pas une erreur. Mon esprit le criait, mais ma voix m'a trahi. C'est une très chère erreur, Nora. Ne t'inquiète pas pour ça une seconde, a-t-elle dit, agitant une main désinvolte. On te transférera l'argent, n'est-ce pas, David? A-t-elle appelé tandis qu'il entrait dans la pièce. David, toujours le pacificateur, s'est précipité pour arranger les choses. Bien sûr, maman, juste une simple confusion. On s'en occupe, ils ne l'ont jamais fait. Les 950 € étaient une fortune pour moi, une partie significative de mon budget mensuel. Pour eux, ce n'était qu'une entrée dans un registre de choses qu'ils me devaient, un registre que je commençais à soupçonner qu'ils n'avaient aucune intention d'équilibrer. La coupure suivante fut plus profonde, et elle trancha directement à travers le souvenir de mon mari. Je suis rentrée de ma course hebdomadaire pour trouver Nora dans l'ancien bureau de François. La porte avait toujours été gardée la plupart du temps fermée, un sanctuaire tranquille rempli de ses livres, de son fauteuil préféré usé et de sa collection de maquettes de bateaux. Mais maintenant, la porte était grande ouverte. Nora était à l'intérieur avec un mètre ruban métallique, son téléphone pressé contre son oreille. Non, c'est un super espace, disait-elle, sa voix vive et énergique. Beaucoup de lumière naturelle. Une fois qu'on se sera débarrassé de tout ce bois sombre et poussiéreux et de ces vieux trucs, ce sera l'endroit parfait pour le nouveau vélo d'appartement et mon espace de travail. Une transformation totale. Je suis restée figée dans le couloir, serrant mes sacs de course. Vieux truc. Elle parlait de la vie de François. Ses passions. La chaise sur laquelle il s'asseyait chaque soir pour me lire. J'ai dû faire un bruit, car elle s'est retournée et m'a vue. De nouveau, ce scintillement de panique, mais elle a rapidement récupéré. Catherine, juste en train de réfléchir, a-t-elle dit avec un sourire éblouissant de fausseté. Cette pièce a tellement de potentiel, tu ne trouves pas? On pourrait vraiment la moderniser. C'était la pièce de ton beau-père, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Je sais, a-t-elle répondu, son ton s'adoucissant avec une sympathie feinte. Et on veut honorer ça, en faisant de nouveau une partie utile et vibrante de la maison. Au lieu de, tu sais, un musée, le mot « musée » a flotté dans l'air, froid et tranchant. Elle faisait de mon chagrin, de mes souvenirs, du désordre. Une gêne, je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis juste retournée et je suis partie, le poids de mes courses me semblant soudain immense. David n'était pas à la maison, donc il n'y avait personne à qui faire appel, personne pour amortir sa cruauté désinvolte.
J'étais seule avec cela. Ces incidents s'accumulaient, chacun une petite mais douloureuse confirmation de ce que j'essayais si fort de nier. Ils ne me voyaient pas moi. Ils ne voyaient pas ma maison ni mon histoire. Ils voyaient une ressource, une opportunité, un tremplin vers la vie qu'ils sentaient mériter. Et le signe le plus grand et le plus douloureux de cela était encore à venir. Ce fut le moment qui mènerait directement à ce que la vérité soit mise à nu. Cela a commencé par un simple rendez-vous chez le médecin, un contrôle de routine. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, et je n'aime pas conduire dans le trafic de l'après-midi, alors David m'avait promis pendant des semaines qu'il m'emmènerait. Ne t'inquiète pas, maman. C'est dans mon agenda, m'avait-il assuré. Mais 1 heure avant que nous soyons censés partir, mon téléphone a sonné. Maman, je suis tellement désolé, a dit David, sa voix précipitée. Quelque chose est arrivé. Nora a besoin de la voiture. C'est une urgence. Mon sang s'est glacé. Elle va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une brève pause. Elle a un déjeuner. C'est un déjeuner d'affaires vraiment important. Elle ne peut pas le manquer. Un déjeuner. Un déjeuner était une urgence. Plus important que ma santé. Plus important que sa promesse. L'excuse était si fragile, si insultante, qu'elle m'a laissé sans voix. Je me suis effondrée sur le bord de mon lit, le téléphone toujours pressé contre mon oreille. J'étais fatiguée des excuses, fatiguée du manque de respect, fatiguée de me sentir comme un fantôme dans ma propre vie. Une partie calme et obstinée de moi, la partie qui se souvenait encore de la femme forte et indépendante que j'avais été, a décidé que j'irais seule. Mais alors que je me tenais au bas de l'escalier principal, me préparant à partir, j'ai levé les yeux vers le palier du premier étage. L'ampoule là-bas avait grillé il y a 3 jours. J'avais demandé à David 2 fois de la changer, car le haut de l'escalier était dangereusement sombre, même pendant la journée. En regardant ce palier sombre, un frisson que je ne pouvais expliquer a couru le long de ma colonne vertébrale. C'était une petite chose, une simple négligence. Mais certaines petites négligences, j'allais l'apprendre, ont des conséquences qui sont tout sauf petites. Je me tenais au pied de l'escalier, ma main posée sur le bois lisse et frais du poteau de la rampe que François avait si soigneusement poncé et verni lui-même. Le haut de l'escalier était enveloppé d'une pénombre frustrante. Je pouvais appeler un taxi, je suppose. Ou je pouvais reporter le rendez-vous et subir les excuses creuses de David plus tard. Mais une étincelle de la vieille moi, la juriste qui ne ratait jamais une échéance, la femme qui gérait un foyer avec une efficacité tranquille, s'est rebellée contre l'idée. Je n'étais pas impuissante, je ne serais pas rendue impuissante par une ampoule grillée. Prenant une profonde inspiration, j'ai commencé à monter. Je connaissais ces escaliers comme ma poche. 17 marches. La 3e craquait toujours. La 7e était légèrement plus étroite. Je les ai parcourus avec précaution, ma main serrant la rampe. J'étais presque en haut, mes yeux s'adaptant à la lumière faible du palier, quand mon pied s'est accroché au bord du tapis de course, celui que Nora avait insisté pour acheter, celui qui semblait toujours se froisser. Mon monde a basculé de côté. Il y a eu un moment nauséabond, sans poids, puis un impact brutal et explosif. Mon bras droit a percuté le mur, un craquement nauséabond a résonné dans le petit espace. Ma tête a suivi, un bruit sourd contre le plâtre, et je me suis effondrée au sol dans un tas de douleurs stupéfaites. Pendant quelques secondes, je suis juste restée là, l'air coupé, un cœur d'agonie criant de mon poignet et un pouls chaud et lancinant commençant derrière mon œil gauche. Des étoiles ont dansé dans ma vision. Lentement, douloureusement, je me suis relevée. Mon poignet droit était une géographie d'angles incorrects, et une vague de nausée m'a envahi. Je l'ai serré contre ma poitrine, utilisant mon bon bras pour me mettre debout. Trébuchant dans ma chambre, je me suis effondrée dans le fauteuil près de la fenêtre, mon corps tremblant de choc et d'adrénaline. Des larmes de douleur et de pure frustration ont commencé à monter, brouillant la pièce en une aquarelle de désespoir. J'étais juste assise là, une femme brisée dans une maison brisée, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer en bas. Un instant plus tard, Nora est apparue dans l'embrasure de ma chambre. Elle était vêtue de la tête aux pieds en tenue de sport noire, son tapis de yoga glissé sous le bras. Elle s'est arrêtée court en me voyant, ses yeux parcourant mon état échevelé, la façon dont je berçais mon bras, les larmes coulant sur mon visage. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, une petite partie pleine d'espoir en moi s'attendant à. Je ne sais pas, de la compassion, de l'inquiétude? Les sourcils parfaitement sculptés de Nora se sont froncés, non par sympathie, mais par agacement. Elle a laissé échapper un soupir impatient. Honnêtement, Catherine, a-t-elle dit, sa voix dénuée de toute chaleur. Tu dois vraiment être plus prudente. C'était tout. Pas de « est-ce que ça va ?» Pas de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Juste du blâme. Elle a fait un pas en arrière, jetant un coup d'œil à la montre coûteuse à son poignet. Écoute, je suis en retard pour mon cours. David est au bureau. Juste. Mets de la glace sur ce que c'est. Elle s'est retournée et est partie. J'ai entendu ses pas descendre rapidement l'escalier, le tintement de ses clés de voiture, et le clic définitif de la porte d'entrée se refermant.
Elle était partie. Elle m'avait vu blessée et en larmes et était simplement partie. La douleur dans mon poignet était d'un blanc ardent, mais la froideur dans mon cœur était pire. Je suis restée assise là pendant ce qui a semblé être une éternité, les larmes finissant par céder à un état d'incrédulité engourdi. Mon regard a erré vers le salon, visible depuis mon fauteuil. Sur la table basse, où elle était assise plus tôt, se trouvait sa tablette. Elle l'avait oubliée dans sa précipitation pour aller au yoga. Tandis que je la fixais, l'écran s'est allumé. Une notification de message. Le nom à l'écran était « Jessica, yoga ». Quelque chose de primal et de protecteur s'est agité en moi. Mon respect habituel de la vie privée a été incinéré par la plaie brute et brûlante de sa négligence. Utilisant ma bonne main, je me suis levée de la chaise et j'ai marché rigidement vers le salon. Mes doigts ont tremblé alors que je prenais l'appareil. Il était déverrouillé. Le fil de conversation était juste là sur l'écran. Avec une profonde inspiration tremblante, j'ai commencé à lire. Nora, je ne peux pas venir aujourd'hui. La reine-mère a décidé de faire une chute et se livre maintenant à toute une production dramatique. Œil au beurre noir et tout le reste. Mon souffle s'est coupé. Reine-mère. La cruauté désinvolte m'a volé l'air des poumons. Une réponse est arrivée presque instantanément. Jessica. Oh mon Dieu, non. Elle va bien? Faut l'emmener aux urgences? J'ai regardé les 3 petits points apparaître, indiquant que Nora tapait une réponse depuis son téléphone. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Et puis le message s'est chargé. Nora, elle va bien. Mais honnêtement, ça pourrait être l'ouverture que nous attendions. Avec un accident vérifiable, comme ça, on peut enfin obtenir ce rapport médical disant qu'elle n'est pas en sécurité en vivant seule. C'est la dernière pièce de levier dont j'ai besoin. David est trop mou pour insister, mais avec ça, il n'aura pas le choix. C'est comme ça qu'on obtient la procuration. C'est comme ça qu'on vend enfin cette maison. La tablette a glissé de mes doigts, tombant avec fracas sur l'épais tapis. Le son a été assourdissant dans la pièce soudainement silencieuse. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas de l'irréflexion. C'était un plan froid, prédateur et calculé. Ma chute n'était pas un problème pour elle, c'était une opportunité. Ma douleur n'était pas une source d'inquiétude, c'était un levier. Les battements dans ma tête, l'agonie cuisante dans mon poignet, tout a disparu, remplacé par une vague arctique de choc si profonde qu'elle a semblé arrêter mon cœur. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un obstacle, un actif à liquider. Je suis restée là, fixant l'écran, les mots se gravant dans mon esprit. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. Le rôti de bœuf, la carte de crédit, les discussions sur la modernisation du bureau de François. Tout cela n'était que de petits pas dans une longue campagne pour m'effacer de ma propre vie. Je suis restée assise là pendant longtemps, complètement seule dans le silence de ma maison, une maison qu'il voulait me voler sous les pieds. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander combien d'autres personnes, dans leur propre maison silencieuse, ont ressenti cette même réalisation effrayante que les personnes qu'elles aiment attendent juste qu'elles disparaissent. Si cette histoire, mon histoire, résonne avec cette partie silencieuse de ton âme, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me le faire savoir dans les commentaires. Savoir que cette voix ne fait pas seulement écho dans une pièce vide, ça compte. Vraiment, les 30 minutes pendant lesquelles Nora était partie ont semblé une éternité. Je n'ai pas bougé, je suis juste restée assise au bord du canapé, fixant la tablette par terre. La douleur dans mon poignet était revenue avec vengeance, un battement de tambour vicieux et lancinant contre le nouveau silence terrifiant dans mon esprit. Le choc avait gelé mes larmes. Pleurer semblait un luxe que je ne pouvais plus me permettre. C'était une émotion, et les émotions étaient ce qui m'avait rendu vulnérable. Les émotions étaient ce qu'ils avaient utilisé comme arme contre moi. Chaque mot du message de Nora tournait et tournait dans ma tête, comme un morceau de disque rayé. Reine-mère, production dramatique, l'ouverture que nous attendions, levier. Les mots étaient comme des instruments chirurgicaux tranchants et stériles, disséquant ma réalité et exposant la tumeur cancéreuse de la tromperie qui avait grandi dans ma maison depuis si longtemps. Mon amour pour mon fils, mon désir d'aider, ma confiance, ils n'avaient pas été reçus comme des cadeaux. Ils avaient été inventoriés comme des faiblesses. Quand j'ai enfin entendu la voiture de Nora entrer dans l'allée, quelque chose a bougé en moi. La partie de juriste de mon cerveau, la partie que je croyais retirée avec le reste de moi, a commencé à sortir de sa longue torpeur. C'était une partie froide et méthodique de ma conscience, une partie qui ne s'occupait pas des sentiments, mais des faits, des preuves et de la stratégie. Alors que ces clés tintaient dans la serrure, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années s'est installé sur moi. Ce n'était pas la paix. C'était le calme d'un général inspectant un champ de bataille, comprenant enfin la position de l'ennemi. Elle est entrée, le visage rougi et pleine d'énergie après son cours de yoga, un contraste frappant avec mon état brisé. Elle a jeté ses clés sur la petite table près de la porte. « Tu te sens mieux ?» a-t-elle demandé, la question étant une performance creuse de préoccupation. Elle n'a même pas attendu de réponse, marchant déjà vers la cuisine, sans doute pour prendre une bouteille d'eau.
C'était ma première épreuve. La vieille Catherine aurait pleuré, aurait supplié, aurait demandé « Comment as-tu pu ?» La nouvelle Catherine, celle forgée dans le feu de ses messages, a fait autre chose. Je l'ai regardée, mon expression illisible. Mon poignet est cassé, Nora, ai-je dit, ma voix plate, dénuée de l'émotion qu'elle attendait et désirait probablement. Il faut que j'aille aux urgences. Elle s'est arrêtée, se tournant pour me faire face. Mon manque de larmes a semblé la dérouter. Oh, eh bien, David sera à la maison dans quelques heures. Il pourra t'y emmener alors. Non, ai-je dit, le seul mot suspendu dans l'air comme une barrière d'acier. J'y vais maintenant. J'ai appelé un VTC. Il sera là dans 10 minutes. Ses yeux se sont légèrement plissés. Ce n'était pas dans son script. Je ne jouais plus le rôle de la vieille femme impuissante. Un VTC, Catherine, c'est ridicule. C'est cher. Attends juste David. J'ai les fonds, ai-je répondu, ma voix toujours d'un calme inquiétant. Et je n'attends pas. J'ai vu un éclair de frustration traverser son visage. Ma docilité était une composante clé de son plan, et je venais de la retirer. Je n'étais plus une victime passive des circonstances. J'étais une actrice de ma propre vie, et elle ne savait pas quoi faire avec ça. Sans un mot de plus, j'ai utilisé mon bon bras pour me lever du canapé et j'ai marché lentement, délibérément, vers ma chambre pour prendre mon sac à main et une veste légère. Je l'ai laissé debout dans le salon, avec un regard perplexe sur le visage. À l'arrière de la voiture en route pour l'hôpital, les lumières de la ville défilaient floues devant la fenêtre. La douleur dans mon poignet était une force d'ancrage, un rappel physique de la trahison. Je n'étais pas juste une belle-mère. J'étais un dossier. Ma maison était un actif. Mon amour était une responsabilité. La clarté était atroce, mais elle était aussi libératrice. Ils m'avaient sous-estimé. Ils voyaient une vieille veuve fragile et sentimentale. Ils avaient oublié la femme qui avait passé 30 ans à lire les petites lignes. Ils avaient oublié la femme qui avait aidé son mari à structurer son testament pour qu'il soit inattaquable. Ils avaient oublié que je savais exactement où se trouvait chaque euro qu'il avait jamais économisé, et pourquoi il avait insisté pour en garder une partie séparée, dans un fonds qu'il avait appelé de manière inquiétante notre compte pour les jours de pluie. Tandis que j'étais assise dans la salle d'attente stérile et éclairée des urgences, j'ai senti la pluie commencer à tomber. C'était une averse, un ouragan, et pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de gratitude sombre pour la prévoyance de mon mari. Il avait su, d'une certaine manière, qu'une tempête pourrait un jour arriver. Il n'aurait simplement jamais deviné qu'elle viendrait de l'intérieur de notre propre maison. Le médecin a confirmé, une fracture nette du radius droit. Ils ont mis mon bras dans un plâtre lourd et encombrant qui allait de mes phalanges à mon coude. C'était un symbole physique de mon état actuel, contrainte, blessée, mais contenue et sur la voie de la guérison. Tandis que j'attendais une autre voiture pour me ramener à la maison, j'ai pris une décision. Je ne les affronterai pas. Pas encore. La confrontation était émotionnelle. Elle était désordonnée. Elle leur donnerait une chance de mentir, de manipuler, de renverser la situation et de me peindre comme hystérique ou confuse. Non, cette situation n'appelait pas une dispute. Elle appelait une stratégie. Elle nécessitait un plan, exécuté avec la même précision froide et calculatrice qu'ils avaient prévu d'utiliser contre moi. Ma maison n'était plus un lieu de confort. C'était un territoire ennemi, et je devais planifier mon évasion. La première étape était de comprendre mes biens, ma position légale et mon pouvoir. Le jeu avait changé. Ils ne le savaient pas encore. Ils pensaient avoir une victime. Ce qu'ils avaient en réalité, c'était un problème. Un très, très gros problème. Rentrer à la maison ce soir-là, c'était comme entrer chez un étranger. L'odeur familière de polish au citron et de vieux livres était maintenant superposée au parfum amer de la trahison. David était à la maison, et lui et Nora s'agitaient autour de moi avec une démonstration théâtrale de préoccupation qui était presque comique par son manque de sincérité. David a regardé mon lourd plâtre blanc avec des yeux grands et coupables. « Maman, je suis tellement désolé, a-t-il dit, sa voix épaisse d'un regret inutile. J'aurais dû être là, je n'aurais jamais dû te laisser monter ces escaliers seul. Nora se tenait à proximité, son visage un masque de sympathie exercée. On s'est tellement inquiété, je me sentais tellement mal de te laisser, mais je pensais que ce n'était qu'un petit choc. J'ai regardé du visage sincèrement peiné de mon fils à celui parfaitement contrefait de ma belle-fille. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de pitié pour David. Il n'était pas l'architecte de cette cruauté, juste un entrepreneur complaisant et faible. Mais la pitié s'est évaporée aussi vite qu'elle était venue. Sa faiblesse était son choix. Sa complicité était son péché. « Je vais bien », ai-je dit, ma voix ferme. J'ai retiré mon bon bras de la main hésitante de David. J'ai juste besoin de me reposer. Le médecin m'a donné des antidouleurs. C'était ma nouvelle armure, polie, détachée et absolument illisible. Je me suis retiré dans ma chambre, les laissant à leur conversation chuchotée dans le couloir. Ils pensaient qu'ils discutaient de ma fragilité. En réalité, ils discutaient du retard temporaire de leur plan. Ils pensaient toujours qu'ils contrôlaient la situation.
C'était mon plus grand avantage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'antidouleur a atténué la douleur dans mon poignet, mais mon esprit était en feu. Je me suis couché dans l'obscurité, écoutant la maison s'installer autour de moi. La maison que François et moi avions construite. La maison qu'il prévoyait de vendre. La maison que j'allais récupérer. Avant même que le soleil ne commence à pointer à l'horizon, j'étais debout. Mon plâtre rendait les tâches simples maladroites et lentes, mais mon objectif était net et rapide. Je ne suis pas allé à la cuisine pour prendre un café, mais dans le bureau de François. La pièce que Nora avait qualifiée de « musée » était sur le point de devenir ma salle de guerre. De ma bonne main gauche, j'ai parcouru les tranches des livres de droit de François. C'était un homme méticuleux, un croyant en la documentation et l'ordre. C'était un trait que j'avais absorbé au fil des décennies, et que j'étais sur le point d'utiliser à bon escient. Je savais ce que je cherchais. Derrière une rangée de volumes reliés en cuir poussiéreux sur le droit de la propriété se trouvait une petite boîte métallique fermée à clé. François l'avait appelée notre boîte, en cas d'urgence. J'avais toujours ma clé sur une vieille chaîne oubliée dans ma boîte à bijoux. Mes doigts ont légèrement tremblé en la déverrouillant. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, se trouvaient les documents essentiels de notre vie ensemble. L'acte de propriété de la maison, notre certificat de mariage, et les copies originales, notariées, de nos testaments. Mais sous tout cela se trouvait un dossier séparé, plus mince. L'étiquette, écrite de la main soignée et en lettres majuscules de François, indiquait « Fiducie jour de pluie FEC ». J'ai sorti les documents. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes tandis que je lisais le langage juridique familier. C'était une fiducie irrévocable, établie il y a 15 ans avec une part significative de nos économies provenant d'un investissement boursier chanceux. Elle était gérée par une firme financière tierce, et ses termes étaient explicites. Elle était conçue pour subvenir à mes besoins, et uniquement aux miens, pour le reste de ma vie. À mon décès, le reste irait à une association caritative que nous soutenions tous les deux. Le nom de David n'était mentionné qu'une seule fois, dans une clause qui l'excluait spécifiquement d'être jamais fiduciaire ou bénéficiaire. Je me suis souvenu du jour où François avait insisté pour que nous la mettions en place. « Tu es trop tendre, Catherine », avait-il dit avec un doux sourire. « Tu donnerais ton dernier centime pour aider quelqu'un. Ceci est pour te protéger. Même de toi-même. » À l'époque, je pensais qu'il était excessivement prudent. Maintenant, je voyais ce que c'était, un dernier acte d'amour. Un bouclier qu'il avait laissé derrière lui pour me protéger quand il ne le pourrait plus. Et puis j'ai trouvé le document le plus important de tous, glissé dans une pochette à l'arrière de l'acte. C'était une seule page, une « déclaration de résidence principale et droit d'usufruit ». C'était un instrument juridique que j'avais recherché et rédigé moi-même, à l'époque où j'étais assistante juridique, quand la loi était plus flexible. Nous l'avions fait notarier et déposer au greffe du tribunal. Elle m'accordait, à moi, Catherine Martin, le droit absolu et à vie de vivre et d'utiliser ma propriété, quelle que soit la personne détenant le titre. C'était un pare-feu juridique. Même s'il parvenait à obtenir une procuration, même s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à mettre le nom de David sur l'acte, il ne pouvait pas légalement me retirer de ma maison. Pas sans mon consentement écrit et notarié. C'était une brillante manœuvre juridique dont j'avais oublié que j'étais capable. Ils n'avaient pas seulement sous-estimé la vieille femme. Ils avaient sous-estimé l'assistante juridique. Un sourire lent et froid s'est répandu sur mon visage. C'était ça, c'était mon arsenal. Ils pensaient qu'ils détenaient toutes les cartes, mais je détenais une quinte flush royale. Ils avaient un plan basé sur des mensonges et de la manipulation. J'avais une contre-stratégie basée sur des faits légaux et de l'argent froid et sonnant. Mon premier appel téléphonique ne serait pas à un ami pour me réconforter. Ce serait à un homme dont le nom était inscrit comme exécuteur testamentaire de François et notre plus vieil ami. Un homme qui avait été le témoin à notre mariage. Un homme nommé Arthur Dubois, associé principal chez Dubois et Associés. C'était un requin en costume à rayures, et je savais, sans aucun doute, qu'il se souviendrait de la promesse qu'il avait faite à François de toujours veiller sur moi. Le soleil se levait, projetant de longues ombres sur le sol du bureau. C'était comme l'aube d'un nouveau jour. Pour eux, c'était juste un autre mercredi. Pour moi, c'était le début de la fin de leur partie. Je n'étais plus un pion. J'étais la reine, et j'allais vider l'échiquier. Les jours suivants furent une leçon magistrale de tromperie, et j'étais une élève étonnamment douée. J'ai joué le rôle de la patiente fragile et en convalescence à la perfection. Je bougeais lentement. Je demandais de l'aide pour ouvrir les pots. J'ai laissé Nora me gonfler les oreillers et m'apporter des tasses de thé, acceptant sa fausse gentillesse avec un sourire placide et reconnaissant qui n'atteignait pas mes yeux. Chaque acte de sa sympathie condescendante était un nouveau bûche sur le feu de ma détermination. Ils pensaient qu'ils géraient une victime. En réalité, ils donnaient à leur bourreau le temps d'aiguiser sa hache. Mon premier appel fut à Arthur Dubois. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de le voir, que c'était au sujet de la succession de François,
Sa voix est immédiatement passée d'une chaleur amicale à une préoccupation professionnelle. Tout va bien, Catherine? Pas exactement, Arthur, dis-je, gardant ma voix égale. Mais ça ira. Pouvez-vous me voir demain? À votre bureau. Et Arthur, la discrétion est primordiale. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Arthur était perspicace. Il entendit ce que je ne disais pas. Mon créneau de 10 heures sera libre. Utilisez l'entrée arrière. Mon assistante vous attendra. Le lendemain matin, j'ai dit à David et à Nora que j'avais un rendez-vous de suivi avec un spécialiste en orthopédie de l'autre côté de la ville. C'était un mensonge, bien sûr, mais plausible. Nora a proposé de me conduire, ses yeux un peu trop brillants. Je serais heureuse de le faire, Catherine. Je peux parler au médecin, m'assurer qu'on comprend tout. Elle voulait être là, pour recueillir davantage de munitions pour son récit selon lequel j'étais incapable. C'est très gentil, ma chère, ai-je dit, tapotant sa main avec ma bonne. Mais c'est un vieil ami de François du club. Une consultation privée. Il me casait en guise de faveur. Je ne voudrais pas imposer. Mon refus, enveloppé d'une gratitude polie, ne lui a laissé aucune marge de manœuvre pour argumenter. J'ai pris un taxi jusqu'à un café à 2 pâtés de maison du bureau d'Arthur, puis j'ai marché le reste du chemin, mon sac à main contenant le contenu de la boîte d'urgence de François serré contre mon côté. Le bureau d'Arthur Dubois était exactement comme je m'en souvenais, une forteresse d'acajou et de cuir qui sentait les vieux livres et le pouvoir discret. Il m'a accueilli avec une chaude accolade, mais ses yeux étaient vifs, observant mon plâtre et la nouvelle fermeté de ma mâchoire. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. J'ai étalé les documents sur son vaste bureau poli, l'acte de propriété, la déclaration de résidence principale et droit d'usufruit, et la fiducie jour de pluie. Puis, je lui ai tout raconté. Le rôti de bœuf, la carte de crédit, la conversation sur la tablette. J'ai rapporté les faits avec la précision froide et détachée d'une juriste présentant un dossier, ma voix ne fléchissant jamais. Quand j'ai eu fini, Arthur s'est penché en arrière dans sa chaise, ses doigts joints sous son menton. Le silence dans la pièce était lourd. Ce fils de... a-t-il commencé, puis s'est repris. Il a lentement secoué la tête. François s'est toujours inquiété que David soit trop facilement influençable. Il disait que Nora avait des goûts de luxe et une éthique de travail de bon marché. Il a regardé les documents, puis m'a de nouveau regardé, une lueur de fierté féroce dans les yeux. Cette déclaration, Catherine, c'était brillant. C'est un mur de forteresse. Il a pris le document de fiducie. Et ceci, c'est le canon par-dessus. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons élaboré la stratégie. Elle fut rapide, silencieuse et absolument dévastatrice. Arthur a passé le premier appel à la firme financière gérant la fiducie. Avec mon autorisation verbale, étayée par une lettre signée qu'il ferait livrer immédiatement par coursier, nous avons liquidé une partie des fonds et les avons fait transférer sur un nouveau compte bancaire privé à mon seul nom, dans une banque que je n'avais jamais utilisée auparavant. Le compte auquel David et Nora avaient accès, celui où ma pension était déposée, allait bientôt devenir une ville fantôme. Ensuite, Arthur a rédigé les avis juridiques. Tout d'abord, une lettre formelle de cessez et abstenez-vous à Nora, à livrer par coursier, lui demandant de ne plus tenter d'accéder à mes comptes financiers ou à mes biens personnels. Deuxièmement, et le plus important, un avis d'expulsion. Pas une simple demande amicale de partir. Un avis de congé formel, légalement contraignant, citant la résiliation de notre accord de location informel. Il leur accordait les 30 jours légalement requis pour quitter les lieux. Il sera livré à la maison par un huissier de justice demain matin, a expliqué Arthur. C'est impersonnel, officiel, et cela les empêche d'essayer de vous coincer et de discuter. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ce n'est pas une demande. C'est une directive légale. Tandis que j'étais assise là, observant ce démantèlement tranquille et méthodique de leur plan, je n'ai pas ressenti une vague de joie vengeresse. J'ai ressenti un sentiment profond et solennel de justice. C'était comme regarder un chirurgien exciser proprement une tumeur. La procédure était douloureuse, mais nécessaire pour sauver le patient. Dans ce cas, le patient, c'était moi. J'ai quitté le bureau d'Arthur me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années, malgré le lourd plâtre sur mon bras. Le monde semblait plus net, les couleurs plus vives. J'avais franchi l'étape la plus cruciale. J'avais mis mes pièces en position. La partie était lancée. Il ne restait plus qu'à eux de réaliser qu'ils étaient échecs et mat. Je savais que c'était le calme avant la tempête, le moment tranquille avant que la vraie bataille ne commence. Il ne s'agissait plus seulement de la maison ou de l'argent. Il s'agissait de reprendre possession de ma vie, de ma dignité. Il m'avait laissé brisée et en larmes, mais de ces morceaux, une femme plus forte émergeait. Une femme qu'il ne reconnaîtrait pas. Une femme qui était désormais en contrôle total. Et tandis que je réfléchissais à ce contrôle, à ce sentiment de reprendre ma propre vie, je me suis rendu compte que ce cheminement est profondément personnel. Pour quiconque écoute et qui a déjà senti son pouvoir lui être lentement arraché, sachez ceci, le premier pas en arrière est le plus difficile, mais c'est aussi le plus important.
Si mon histoire vous donne une étincelle de cette force, je serais tellement reconnaissante si vous aimiez cette vidéo. Cela me permet de savoir que ma voix vous atteint. J'ai passé le reste de cette journée dans un état d'anticipation tranquille. J'étais un soldat dans une tranchée, observant l'horizon pour le premier signe de bataille. J'ai suivi les mouvements de ma journée. Je me suis préparé un dîner simple de ma seule bonne main. J'ai mangé devant la télévision et j'ai lavé mon assiette dans l'évier. J'étais méticuleusement, étrangement normal. David et Nora m'ont traité avec les mêmes précautions et la même délicatesse qu'ils avaient depuis mon accident. Ils n'avaient aucune idée que leur propre accident, bien plus grave, était programmé pour être livré le lendemain matin. J'étais réveillée à l'aube. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre, sirotant une tasse de thé. De ce point de vue, j'avais une vue dégagée sur la rue. À exactement 9h02, une berline banale s'est arrêtée au trottoir. Un homme en polo et pantalon ordinaire est sorti, portant une grande enveloppe manille. Il a marché jusqu'à notre allée d'entrée d'un pas vif et décidé. Il n'a pas frappé, il a simplement calé l'enveloppe contre la porte d'entrée, a pris une photo rapide avec son téléphone comme preuve de livraison, et est reparti aussi vite qu'il était arrivé. La bombe en papier avait été livrée. Je suis restée dans mon fauteuil, mon cœur battant d'un rythme régulier. J'ai entendu les pas de Nora descendant l'escalier environ 20 minutes plus tard. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, suivi d'un moment de silence confus. Qu'est-ce que c'est ? L'ai-je entendu marmonner ? J'ai entendu l'enveloppe se déchirer. Le silence qui a suivi était différent. Il était lourd, chargé et profondément profond. C'était le son du monde d'une personne basculant hors de son axe. Quelques instants plus tard, elle est apparue dans l'embrasure du salon, son visage pâle, les documents serrés dans sa main. Ses yeux, habituellement si pleins de confiance désinvolte, étaient écarquillés d'incrédulité. « Catherine, dit-elle, sa voix un murmure tendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une sorte de blague, n'est-ce pas ? J'ai pris une lente gorgée de mon thé avant de répondre, la laissant mariner dans sa panique. Je l'ai regardée, mon expression calme. Il n'y a pas de blague, Nora. C'est un avis juridique. Cela signifie que toi et David avez 30 jours pour quitter ma propriété. Son visage, qui avait été pâle, a commencé à rougir par taches. Votre propriété ? C'est notre maison. Vous ne pouvez pas juste nous mettre dehors. On a des droits. En réalité, non, ai-je répondu, ma voix aussi fraîche et lisse que de la pierre polie. Vous vivez ici en tant qu'invité, sans contrat de location. Je mets fin à cet arrangement. Tout est parfaitement légal. Je vous suggère de lire attentivement le document. Il a été rédigé par mon avocat. La mention d'un avocat a semblé lui couper le souffle. Sa bravade s'est effondrée, remplacée par une rage éructante. Votre avocat ? Depuis quand avez-vous un avocat ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est à cause du rôti de bœuf ? De la carte de crédit ? Je t'ai dit que c'était une erreur. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, ai-je dit, posant enfin ma tasse de thé. Il s'agit d'un schéma de comportement. Un schéma de manque de respect et d'exploitation que je ne tolérerai plus. À ce moment-là, David est descendu, attiré par l'agitation. Il était toujours en pyjama, les cheveux en bataille. Pourquoi tous ces cris ? A-t-il demandé, se frottant les yeux. Nora lui a tendu les papiers. Ta mère nous met dehors, a-t-elle crié, sa voix se brisant. Elle a perdu la tête. David a scanné la première page, son visage un kaléidoscope de confusion, de déni et d'horreur naissante. Il a regardé des papiers à moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Maman ? Quoi ? Je ne comprends pas. Expulsion ? Pourquoi ferais-tu ça ? C'était le moment de leur faire savoir que la partie était vraiment finie. Je pense que tu comprends parfaitement, David, ai-je dit, mon regard fixé sur le sien. Mais au cas où tu ne comprendrais pas, laisse-moi être clair. Je connais le plan. Je connais les tentatives pour obtenir qu'un médecin me déclare incompétente. Je sais que tu vois mon accident non pas comme une tragédie, mais comme une ouverture. Nora s'est figée, toute couleur s'étant complètement retirée de son visage. David l'a regardé, puis m'a de nouveau regardé, ses yeux écarquillés par un choc sincère. Pour la première fois, j'ai pu voir qu'il était vraiment dépassé. C'était un pion qui n'avait aucune idée de la partie que jouait sa reine. De quoi parles-tu ? A-t-il bégayé. Quel plan ? Demande à ta femme, ai-je dit, ma voix coupant l'air. Demande-lui au sujet des messages qu'elle a envoyés depuis son cours de yoga. Ce qu'elle a écrit pendant que j'étais assise ici avec un bras cassé. Elle était tellement pressée de partager sa brillante stratégie qu'elle a oublié sa tablette. Le silence qui est tombé sur la pièce a été absolu. C'était le silence d'un échec et mat final et fatal. Nora avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait même pas respirer. David la fixait, un regard de réalisation lente et nauséabonde se levant sur son visage. Il avait été joué autant que moi. Nora ? A-t-il murmuré. C'est vrai ? Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les papiers juridiques tremblants dans sa main, exposés et vaincus. Les premières fissures dans leur front uni étaient apparues.
Et je savais, avec une certitude absolue, que toute leur fondation était sur le point de s'effondrer en poussière. L'onde de choc avait frappé. Les conséquences ne faisaient que commencer. Le salon est devenu un tableau d'accusations silencieuses. Le regard de David était fixé sur Nora, son visage une tempête de confusion et de trahison. Nora, pour sa part, ne pouvait pas le regarder. Elle regardait le sol, sa posture défiante complètement disparue, remplacée par la fragilité cassante de quelqu'un dont les mensonges avaient finalement été mis en lumière. La dynamique de pouvoir dans la pièce n'avait pas seulement changé, elle s'était complètement inversée. Je n'étais plus la femme fragile dans le fauteuil. J'étais la juge, le jury et la détentrice de tous les faits. Nora, a répété David, sa voix à peine un murmure, mais elle portait le poids d'une vérité terrible et naissante. Dis-moi qu'elle se trompe, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Quand Nora est restée silencieuse, un son étranglé et désespéré s'est échappé de la gorge de David. Il a finalement détourné son regard de sa femme vers moi. La colère avait disparu, remplacée par une honte profonde et suppliante. Maman, je ne savais pas. Je te jure, je n'avais aucune idée de tout ça. Je pensais qu'on t'aidait. M'aider ? Ai-je demandé, ma voix dangereusement douce. Est-ce que tu m'aidais quand tu as laissé Nora utiliser ma carte de crédit pour un sac à main de 1000 € et qu'elle ne m'a jamais remboursé ? Est-ce que tu m'aidais quand tu es resté là en silence pendant qu'elle appelait la mémoire de mon mari de la vieille Camelote ? Ou est-ce que tu m'aidais quand tu m'as laissé monter un escalier sombre seul parce que le déjeuner d'affaires de ta femme était plus important ? Chaque question était un coup soigneusement visé, et j'ai regardé David tressaillir à chaque fois. Il n'avait aucune défense. Sa faiblesse, sa cécité délibérée, tout était mis à nu. Il avait été un complice consentant de sa propre tromperie. Je suis désolé, a-t-il bégayé, les mots sonnant pathétiques même à mes propres oreilles. Nora a dit qu'on essayait juste de rendre la maison meilleure pour tout le monde. Au son de son nom, Nora a finalement sorti de sa stupeur. Mais sa voix n'était pas apologétique. Elle était venimeuse, s'en prenant à la cible la plus proche. Oh, ne ose pas mettre tout ça sur moi, David, a-t-elle sifflé, se tournant vers lui. Tu adorais l'idée de vendre cet endroit. Ne fais pas semblant que tu n'étais pas là avec moi, à regarder les annonces de nouveaux appartements en ville. Tu voulais l'argent autant que moi. Je pensais qu'on allait attendre, a rétorqué David, sa voix montant. Je pensais que ça se passerait dans des années, quand maman serait prête. Je ne savais pas que tu essayais activement de la faire déclarer incompétente derrière mon dos. J'essayais d'être proactive, a-t-elle crié. Quelque chose dont tu es incapable. On serait toujours coincé dans ce petit appartement, noyé sous les dettes, si ce n'était pas pour moi. C'est moi qui pense à notre avenir. Notre avenir, ou ton avenir, a rétorqué David, son visage tordu de dégoût. C'était extraordinaire à voir. Leur front uni, celui qu'ils avaient utilisé pour m'isoler et me manipuler, se brisait sous mes yeux. Ils se retournaient l'un contre l'autre comme des animaux acculés, leur partenariat soigneusement construit se dissolvant dans une rafale de blâmes et de reproches. Je suis restée assise là, une observatrice silencieuse de la démolition. Je n'avais pas besoin de dire un mot de plus. Il faisait mon travail pour moi. Finalement, j'ai levé ma bonne main. Le geste était petit, mais il a coupé leur argument comme un couteau. Ils se sont tous les deux tus, se tournant pour me regarder. Ce n'est plus une négociation, ai-je dit, ma voix résonnant d'une autorité qu'ils n'avaient jamais entendue de ma part auparavant. Les dynamiques personnelles entre vous deux sont vos affaires à régler. Ma décision est finale. L'avis d'expulsion est maintenu. J'ai fait une pause, laissant la finalité de mes mots s'installer. Nora, ai-je dit, m'adressant à elle directement pour la première fois depuis le début de la confrontation. Votre accès à mes comptes bancaires a été révoqué. Toute tentative d'utiliser mes cartes ou mon nom sera signalée comme fraude. Un avis formel de cesser et de s'abstenir de mon avocat devrait clarifier votre position, si vous avez encore une confusion persistante. Puis, je me suis tournée vers mon fils. David, ai-je dit, et ma voix s'est adoucie, non pas par pardon, mais avec une finalité triste et maternelle. Je t'aime, tu es mon fils, mais je ne respecte pas l'homme que tu es devenu. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Sur ce, j'ai utilisé mon bon bras pour me pousser hors de la chaise. J'ai marché près d'eux, quittant le salon pour aller vers la cuisine, mes mouvements délibérés et sans hâte. Je sentais leurs yeux sur mon dos. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas pleuré. J'avais simplement énoncé les faits et rendu mon verdict. J'avais tracé une ligne non pas dans le sable, mais dans le granit solide. La confrontation était terminée. J'avais révélé ce que je savais. J'avais dicté mes conditions. J'avais repris le contrôle. La maison était toujours remplie de tension, mais c'était leur tension maintenant, pas la mienne. Je leur avais rendu un cadeau toxique qu'ils m'avaient fait, et avec lequel ils devaient maintenant composer eux-mêmes. Tandis que je me tenais à l'évier de la cuisine, remplissant un verre d'eau, j'ai entendu les premiers bruits de leurs affaires empaquetées à l'étage, non pas avec l'énergie joyeuse d'un déménagement prévu, mais avec les coups sourds et irrités d'une retraite forcée.
La guerre n'était pas finie, mais la bataille décisive avait été gagnée. Les 30 jours qui suivirent furent une symphonie lente et agonisante de leur défaite. La maison, jadis une scène pour leur cruauté désinvolte, devint une cocotte minute de leur ressentiment. Leur alliance était brisée, et ils se déplaçaient dans les pièces comme des fantômes hostiles, communiquant par des chuchotements coupés et en colère ou des disputes explosives qui éclataient sans avertissement. Je suis devenue experte pour me fondre dans l'arrière-plan, une observatrice silencieuse dans ma propre maison, armée de la connaissance que l'horloge tournait en ma faveur. Leur première tactique fut le déni. Pendant 2 jours, ils agirent comme si l'avis d'expulsion était un mauvais rêve qu'ils pouvaient simplement ignorer. Ils continuèrent à utiliser la cuisine et à regarder la télévision dans le salon, jetant des regards renfrognés et pleins de ressentiment dans ma direction. Cela prit fin brusquement le 3e jour, quand Nora essaya de commander un set de bagages coûteux en ligne, un acte final et défiant de sentiment d'être en droit. J'ai reçu l'alerte de fraude sur mon téléphone. Quand elle est venue me voir, bafouillant que ma carte devait être cassée, je l'ai regardée froidement. Elle n'est pas cassée, Nora, ai-je dit. Elle a été annulée, comme je te l'avais dit. La panique brute dans ses yeux était à voir. La réalité de leur chute financière venait de commencer. Après le déni vinrent les tentatives de manipulation. David fut leur ambassadeur désigné. Il me trouvait dans le jardin ou la cuisine, son visage un masque de tristesse. « Maman, on ne peut pas juste en parler ?» plaidait-il. « Pense à tout ce qu'on a traversé en famille. Pense à ce que papa voudrait. »« Ton père ?» ai-je répondu en une telle occasion, sans même lever les yeux du rosier que j'étais en train de tailler de ma seule bonne main, serait consterné. Il m'a laissé les moyens de me protéger, David. Je ne fais que respecter ses souhaits. Ses appels à ma culpabilité maternelle se heurtèrent au même mur impénétrable de logique calme. Il n'y était pas habitué. Il était habitué à la mère qui ferait tout pour son bonheur. Il ne savait pas comment gérer la femme qui se concentrait maintenant sur le sien. Lorsque l'approche douce de David échoua, Nora tenta une tactique différente, plus venimeuse, le chantage affectif. Elle me coinça dans le couloir un après-midi, les yeux cernés de rouge par les pleurs, ou peut-être par la rage. « Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas ?» siffla-t-elle, sa voix basse et tremblante. Nous regarder nous effondrer. « Tu déchires cette famille en morceaux par méchanceté. »« Je ne suis pas celle qui a déchiré cette famille en morceaux, Nora, ai-je répondu calmement. Je suis juste celle qui balaye les morceaux. C'est toi qui as fait ça. Toi et ta cupidité. Tu m'as vu comme un compte en banque à vider et un obstacle à retirer. N'ose pas essayer de me faire porter les conséquences de tes propres actions. » Elle recula comme si je l'avais giflée. La vérité, dite si simplement, était une arme contre laquelle elle n'avait aucune défense. Leur dernier acte, le plus désespéré, arriva la dernière semaine. Ils avaient trouvé un petit appartement sinistre de l'autre côté de la ville, la seule chose qu'ils pouvaient se permettre sans mes revenus pour compléter leur style de vie. La réalité de leur nouvelle vie, une vie construite sur leur propre mérite, les terrifiait. Un soir, ils m'approchèrent ensemble dans le salon. C'était une embuscade planifiée, de dernière chance. David tenait une photo encadrée de lui quand il était petit garçon, debout fièrement à côté de moi. Nora se tordait les mains, son visage un tableau d'humilité feinte. « Maman, » commença David, la voix tremblante. « Nous avons fait une erreur. Une terrible, horrible erreur. Nous avions tort, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous jette pas dehors. On n'a nulle part où aller. Nous ferons n'importe quoi, » ajouta Nora, des larmes coulant maintenant sur son visage. « Nous te rembourserons. Nous signerons un contrat. Nous irons en thérapie. Juste s'il te plaît, ne brise pas notre famille. » J'ai regardé leur visage, les yeux désespérés et suppliants de David. La performance théâtrale de Nora, marquée par les larmes. Il y a 1 an, cette scène m'aurait brisé le cœur. Ça aurait marché, mais je n'étais plus la même femme. J'avais vu derrière le rideau. J'avais lu le script. « C'est intéressant, dis-je, ma voix pensive. Vous n'avez recommencé à nous appeler « famille » que quand l'argent a manqué. » Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la cheminée, où se trouvait une photo de moi et François le jour de notre mariage. Je l'ai prise, essuyant une poussière du verre. Ma famille, dis-je doucement, était construite sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Ce que nous avions, vous et moi, était un arrangement commercial, et je résilis simplement le contrat. Les termes ne m'étaient plus favorables. J'ai replacé la photo sur la cheminée et je me suis tournée pour leur faire face. Le camion de déménagement sera là samedi. J'ai confiance que vous serez empaquetés et prêts à partir. La finalité dans ma voix était absolue. Ils l'ont vu dans mes yeux. Le puits de ma compassion, celui dans lequel ils avaient foré pendant des années, s'était finalement asséché. Il n'y avait plus d'appel à faire. Il n'y avait plus de tour à jouer. La partie était terminée. Ils avaient perdu. Tout ce qui restait était pour eux d'empaqueter l'épave de la vie qu'ils avaient essayé de construire sur une fondation de mensonges. J'ai ressenti une tristesse tranquille pour le fils que j'avais perdu, mais un sentiment de paix accablant pour la femme que j'étais en train de sauver.
Et tandis que je les écoutais se retirer à l'étage pour la dernière fois, une pensée m'est venue, une pensée pour vous tous qui écoutez. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire pour votre famille est de leur enseigner que votre amour n'est pas une ressource illimitée à exploiter. C'est un trésor à gagner. Si vous croyez en ce message, si vous croyez au pouvoir de fixer des limites, veuillez prendre un moment pour vous abonner à cette chaîne. Bâtissons une communauté qui défend la force et la valeur de soi. Le jour où le camion de déménagement est arrivé était gris et couvert, un reflet parfait de l'humeur. J'ai regardé depuis ma fenêtre de cuisine, sirotant une tasse de café. Je n'ai pas aidé, je n'ai pas interféré, j'ai simplement existé dans mon propre espace pendant qu'il s'en effaçait. Les déménageurs, une paire d'hommes forts et efficaces, ont travaillé rapidement, sortant le canapé coûteux que Nora avait acheté avec ma carte de crédit, la télévision surdimensionnée qui avait dominé mon salon, et boîte après boîte de leur vie. David travaillait à leur côté, ses mouvements lourds et défaits. Il évitait mon regard, son visage un masque de honte. Nora, elle, était une tempête d'agression passive. Elle dirigeait les déménageurs avec des gestes vifs et en colère et claquait les tiroirs. Chaque bruit qu'elle faisait était une accusation. Alors qu'ils sortaient le reste de leurs affaires, elle a fait irruption dans la maison et a marché droit vers moi. « J'espère que tu es heureuse, cracha-t-elle, ses yeux brûlants d'un feu haineux. Seule dans cette grande maison vide. Tu as eu ce que tu voulais. Je l'ai regardée, cette femme amère et diminuée, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une pitié distante et clinique. Tu te trompes, Nora, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Je n'obtiens pas ce que je voulais. Je récupère ce que j'avais déjà. Il y a une très grande différence. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Avec un dernier regard venimeux, elle s'est retournée et est sortie de ma maison pour la dernière fois. J'ai regardé David jeter un dernier, long regard à la porte d'entrée, les épaules affaissées, avant de monter dans le siège passager de leur voiture. Ils sont partis sans un regard en arrière. Et puis, le silence. Mais c'était un silence différent de celui que j'avais craint après la mort de François. C'était un silence creux, solitaire, rempli de chagrin et d'absence. Ce nouveau silence était sacré. C'était le son de la paix. C'était le son de mes propres pensées, claires et ininterrompues. C'était le son de ma maison poussant un soupir de soulagement, enfin libérée de la présence toxique qui l'avait étouffée si longtemps. Pour la première fois depuis des années, j'ai traversé chaque pièce de ma maison, et elle m'a semblé vraiment mienne. J'ai passé la main le long du mur du bureau de François, qui n'était plus un musée, mais de nouveau un sanctuaire de sa mémoire. Je me suis assise dans mon salon, qui semblait 2 fois plus grand sans leurs meubles surdimensionnés. Je n'étais pas seule, j'étais en solitude, et c'était merveilleux. Dès le lendemain, j'ai commencé le processus de réappropriation. J'ai appelé une entreprise de peinture, celle que j'avais mise en favori des semaines auparavant. J'ai choisi des couleurs qui me rendaient heureuse, un jaune chaud et doux pour la cuisine, un vert sauge tranquille pour le salon, et un bleu serein et apaisant pour ma chambre. La cage d'escalier sombre et lugubre qui avait été le lieu de ma chute, et de mon éveil, a été la première chose à être traitée. J'ai fait installer par un électricien une nouvelle lampe brillante et magnifique. Elle baignait toute la zone dans une lueur chaude et accueillante. Chaque coup de pinceau, chaque changement, était un acte de purge de leur mémoire de mes murs. Je me suis reconnectée avec des parties de moi-même dont j'avais oublié l'existence. J'ai retrouvé mes vieux gants de jardinage et j'ai commencé à sauver les parterres de fleurs négligés dans le jardin arrière. Le travail physique, mes mains dans la terre, était en cran. J'ai rejoint le jardin communautaire local, un endroit que j'avais toujours voulu explorer mais n'en avais jamais eu le temps. J'ai rencontré d'autres personnes de mon âge, des gens avec leurs propres histoires, leurs propres passions. J'ai pris un cours de poterie, me délectant du processus désordonné et imparfait de créer quelque chose de nouveau de mes propres mains. Mon plâtre, autrefois symbole de ma blessure, n'était plus qu'un inconvénient temporaire, et j'ai appris à travailler avec. Un après-midi, tandis que je m'occupais de ma nouvelle parcelle de tomates au jardin communautaire, ma voisine, une femme gentille nommée Marie, s'est arrêtée pour discuter. Elle m'a regardé, un sourire plissant les coins de ses yeux. « Vous savez, Catherine, a-t-elle dit, quand je vous ai vue pour la première fois il y a quelques mois, vous aviez toujours l'air si lourde. Comme si vous portiez le monde sur vos épaules. Mais maintenant, vous semblez si légère. » Ces mots ont résonné profondément en moi. Elle avait raison, je les avais portés, leurs dettes, leurs ambitions, leurs malheurs. Et maintenant, j'étais libre. Je ne les avais pas seulement expulsés de ma maison, je les avais expulsés de mon âme. Ma nouvelle vie ne concernait pas de grandes aventures ou des changements dramatiques. Il s'agissait de petites joies tranquilles. Le plaisir de lire un livre sans interruption. La satisfaction d'un jardin bien entretenu. Le rire facile de nouveaux amis. Il s'agissait de reconstruire ma vie non pas sur une base de sacrifice, mais sur une base de respect de soi. Et c'était une vie plus belle et plus paisible que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Des mois passèrent, et les saisons commencèrent à tourner.
Les verts vibrants de l'été se sont adoucis en teintes dorées de l'automne. La transformation de ma maison était complète, mais la transformation la plus profonde était celle qui avait eu lieu en moi. Le plâtre sur mon bras était parti depuis longtemps, ne laissant qu'une cicatrice légère et argentée sur mon poignet, un rappel permanent non de ma chute, mais de mon ascension. C'était une marque de survie, un témoignage du fait que les choses cassées peuvent guérir plus fortes. Je me retrouvais souvent dans le bureau de François, maintenant mon propre espace tranquille. Je n'avais pas beaucoup changé. J'avais gardé ses livres, son fauteuil, sa présence. Mais j'avais ajouté mes propres touches. Mes tentatives de poterie, bancales mais pleines de caractère, trônaient sur les étagères à côté de ses maquettes de bateaux. Mes journaux de jardinage étaient soigneusement empilés sur le bureau. La pièce n'était plus seulement un sanctuaire de notre passé partagé, elle était un reflet de mon présent indépendant. C'est dans cette pièce que j'ai vraiment compris les leçons de l'année passée. Ma plus grande erreur n'était pas de leur faire confiance. C'était d'avoir oublié de me faire confiance à moi-même. J'avais permis à mon identité de devenir si étroitement liée à celle de mère, d'épouse et de soignante que j'avais oublié comment être simplement Catherine. J'avais mesuré ma valeur à l'aune de ce que je pouvais donner, de ce que je pouvais sacrifier. Je leur avais enseigné, par mes propres actions, que mes ressources, mon temps, mon argent, mon amour étaient infinis et inconditionnels. C'était une leçon dangereuse pour eux à apprendre, et dévastatrice pour moi à désapprendre. La vérité est que leur trahison, aussi douloureuse fut-elle, est devenue un étrange et terrible cadeau. Ce fut la sonnette d'alarme assourdissante qui me réveilla d'un long et lent sommeil. Elle me força à redécouvrir la femme que j'étais avant d'être veuve, la femme que François avait épousée. La juriste pleine d'esprit qui comprenait les contrats. La partenaire débrouillarde qui pouvait gérer un budget familial au centime près. La femme résiliente qui avait affronté les défis de la vie avec une force tranquille. Ils pensaient s'attaquer à une vieille femme faible, mais ce faisant, ils m'ont involontairement fait redécouvrir la personne la plus forte que j'ai jamais connue, moi-même. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs que l'on construit pour empêcher les gens d'entrer. Ce sont les clôtures que l'on construit pour protéger le jardin sacré de son propre bien-être. Ce ne sont pas un acte d'égoïsme, mais un acte de profond respect de soi. Elles enseignent aux autres comment on attend d'être traité. Mon erreur a été de ne pas prendre soin de mes clôtures, de les laisser tomber en ruine, permettant à n'importe qui d'entrer et de prendre ce qui lui plaisait. Maintenant, mes clôtures sont solides et bien entretenues. Ma relation avec David a une nouvelle architecture. Il m'appelle une fois par semaine, sa voix toujours hésitante, humble. Il est en thérapie, me dit-il, essayant de comprendre comment il est devenu un homme qui resterait là à regarder sa mère se faire exploiter. Lui et Nora sont séparés. Il vit seul dans ce petit appartement, apprenant pour la première fois de sa vie ce que signifie être véritablement autonome. J'écoute, j'offre des encouragements, mais je garde une distance sûre et affectueuse. J'aime mon fils, mais je ne le laisserai plus faire. Il doit trouver sa propre force, tout comme j'ai été forcée de trouver la mienne. Je ne suis pas amère. L'amertume est un poison que l'on boit en espérant que l'autre personne meure. Je choisis, au contraire, d'être reconnaissante. Reconnaissante pour les années que j'ai passées avec François. Reconnaissante pour les leçons qu'il m'a apprises, même après son départ. Et, d'une étrange manière, reconnaissante pour la crise qui m'a forcée à reprendre ma propre vie. J'ai trouvé ma voie dans le silence qu'ils ont laissé derrière eux. J'ai trouvé ma force là où j'étais brisée. Et j'ai appris qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour devenir le personnage principal de sa propre histoire. Ma vie est de nouveau la mienne, et chaque nouveau jour est un témoignage de cette vérité simple et puissante. Le week-end dernier, ma nouvelle vie et mon ancienne ont convergé d'une manière que je n'attendais pas. Le jardin communautaire où je passe tant de mes après-midi organisait sa fête annuelle de la récolte d'automne. Mes poteries bancales étaient exposées, remplies de chrysanthèmes éclatants de ma parcelle, et ma confiture de tomates avait même gagné un ruban bleu de 2e place. L'air était frais et sentait la cannelle et les feuilles mortes. Je riais avec Marie et d'autres amis quand je l'ai vu debout, hésitant, au bord du terrain du festival. David, il était seul. Il avait l'air plus mince, mais en meilleure santé. La douceur empreinte de droit sur son visage avait été remplacée par une maturité lasse mais claire. Il s'approcha lentement de moi, non pas avec la présomption d'un fils, mais avec le respect d'un visiteur. Il tenait dans ses mains une petite orchidée en pot. « Salut maman », dit-il, sa voix douce. Il regarda autour de lui la scène animée et joyeuse, les amis qui m'entouraient, le ruban bleu épinglé à ma table. « Tu as l'air heureuse. »« Je suis heureuse, David, ai-je dit, et ces mots furent les plus simples et les plus vrais que j'ai jamais prononcés. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon, » dit-il, ses yeux rencontrant les miens. « Et je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour te remercier. C'est étrange à dire, je sais. Mais toi, que tu me mettes dehors a été la chose la plus difficile et la meilleure qui me soit jamais arrivée. Ça m'a forcé à me regarder.
À regarder vraiment. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Il tendit l'orchidée. Ce n'est pas un pot de vin, dit-il rapidement. C'est juste un début, une petite façon de dire que je te vois maintenant. Je vois la femme que tout le monde ici voit. J'ai regardé mon fils, le voyant vraiment pour la première fois depuis longtemps, non pas comme ma responsabilité ou ma déception, mais comme un homme luttant pour trouver sa propre voie. J'ai pris l'orchidée de ses mains. Elle est belle, David, ai-je dit. Merci. Nous sommes restés là un moment, une nouvelle compréhension fragile passant entre nous. Ce n'était pas un retour à ce qui était. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur une fondation de vérité et de respect durement gagné. Il n'est pas resté longtemps. Il voulait juste que j'aie la fleur, pour que je sache qu'il essayait. Tandis qu'il s'éloignait, j'ai ressenti un sentiment de dénouement si profond qu'il a failli me faire pleurer. Non pas des larmes de tristesse, mais de libération. Plus tard ce soir-là, je me suis assise dans mon salon tranquille, le ruban bleu sur la cheminée à côté de la photo de François et moi, et l'orchidée sur le rebord de la fenêtre. J'ai pensé au mot « héritage ». Nora et David avaient été tellement obsédés par leur héritage, la maison, l'argent, les choses. Ils pensaient que c'était ça le prix. Ils avaient tellement tort. Mon véritable héritage de François n'était pas la fiducie ni l'acte de propriété de la maison. Ce furent les 42 années d'amour qui m'ont appris ma propre valeur. Mon héritage, c'est cette paix. C'est la joie que je trouve dans une tomate rouge parfaite, la chaleur d'une nouvelle amitié, la force dans mes propres mains, et le son de mon propre rire remplissant les pièces de cette maison. C'est une vie pleine, une vie pour laquelle j'ai lutté, une vie que j'ai récupérée. C'est le seul héritage qui compte vraiment. Ce que j'ai traversé fut un voyage sombre et douloureux, mais il m'a ramené à la lumière. Il m'a ramené à moi-même. Mon histoire est un témoignage du fait qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect, pour reprendre son pouvoir, et pour réécrire sa propre fin. Votre voix, votre histoire, ça compte plus que vous ne le pensez. Ici, dans cette communauté, nous partageons ces histoires non seulement pour être entendus, mais pour nous renforcer mutuellement. Votre abonnement, votre j'aime, votre commentaire me disant d'où vous écoutez, ce n'est pas juste un clic sur un écran. C'est un vote pour la force. C'est un signal que vous aussi, vous croyez au pouvoir d'une voix qui refuse d'être réduite au silence. S'il vous plaît, aidez cette communauté à devenir plus forte et plus audible. Car chaque histoire partagée est une clôture réparée, un jardin protégé, et une vie réclamée. Merci de m'avoir écouté.